Le land art est un mouvement qui a commencé outre-Atlantique. Il n'y a pas de mot équivalent en français. Land art is a combination. C'est une symbiose entre la création d'un artiste et le monde autour de lui. Au lieu d'avoir la feuille ou le tableau, il me fallait de l'espace. La nature offre tellement d'opportunités pour regarder autrement. Le land art est apparu quand nous avons découvert la planète vue du ciel. Observé du ciel, le land art prend toute sa démesure. Un art à l'échelle du paysage. Ce mouvement d'art contemporain utilise des matériaux de la nature. Le bois, la pierre, l'eau, la terre, le sable. C'est des noces. Je peux appeler ça des noces avec la nature. C'est une danse avec la nature. Les gens qui voient ces œuvres sont touchés. Ces artistes ont abandonné leurs ateliers pour partir en voyage. Un voyage initiatique. C'est limité dans le temps, mais c'est aussi ça qui fait son intérêt. Tout ce qu'on crée finira par disparaître et être oublié. Leurs galeries et leurs musées sont à ciel ouvert et s'appellent la planète Terre. Pour découvrir le land art, nous vous proposons un tour du monde d'œuvres spectaculaires vues du ciel. Un voyage qui commence par les plus permanentes pour finir avec les plus éphémères. Ce courant artistique part du principe que l'art et la nature sont indissociables. Les premières œuvres ont été réalisées dans les paysages grandioses et désertiques de l'Ouest américain à la fin des années 1960. Comme la plupart des mouvements nés à cette époque, le land art cherchait à connecter l'art et la vie, sortir les œuvres des musées et du circuit financier des galeries. Certaines installations sont monumentales et nécessitent un travail colossal. Grâce à la photographie, ces œuvres sont accessibles et pérennisées. Aux États-Unis, à Alliance, dans le Nebraska, une œuvre étonnante attire les visiteurs. Fasciné par le monument préhistorique Stonehenge, Jim Reinder crée une réplique en 1986 avec de vieux bolides. Carhenge est une sorte de reproduction du 21e siècle de Stonehenge. Il n'y avait aucune roche à l'horizon, alors Jim a pris ce qu'il avait sous la main. Des vieilles voitures des années 40 et 50. Des Jeeps, Plymouth, Cadillac. À l'époque, l'installation intrigue. Pour certains habitants, c'est une pollution visuelle. Il y a eu des problèmes à l'époque avec ces épaves de voitures. Les habitants étaient divisés. Les plus ouverts disaient que c'était de l'art, mais pour les autres, c'était juste un dépotoir. De nombreuses personnes n'aimaient pas Carhenge pendant des années. Ils pensaient que ça faisait tache dans le paysage et n'en voulaient pas pour représenter leur ville. Carhenge a connu une période d'abandon. Les gens venaient ici pour boire. Ils laissaient leurs canettes de bière par terre. C'était une poubelle. Ce n'était pas un endroit à fréquenter. Récemment repris en main par la municipalité, le site est devenu un lieu d'attraction. Les artistes ont commencé à s'y intéresser et au lieu d'être considérés comme un dépotoir, c'est devenu de l'art. Les gens se sont rendus compte que de nombreux visiteurs venaient voir cette œuvre originale. Aujourd'hui, Carhenge attire 80 000 touristes par an. Et il semblerait que les habitants du Nebraska ont appris à aimer et à respecter cette œuvre si particulière. Loin des touristes, dans le désert du Sahara, au Maroc, c'est là que l'artiste allemand Hans-Jörg Vogt décida de s'installer en 1987. Tel un ermite, il va créer 3 œuvres monumentales durant une période de 20 ans sur cette immense toile de sable.
Son aventure commence avec cet étonnant escalier céleste, haut de 16 mètres. Le titre Escalier céleste fait référence à la transcendance, un mot latin qui exprime le dépassement des limites humaines. C'est ça, la transcendance, une prise de conscience que nous sommes tous éphémères. Il y a une fin à tout. Un escalier qui se dresse vers les cieux, comme les hommes, mais qui n'est que poussière. Quand j'ai conçu l'escalier céleste, j'avais l'intention d'aller dans un endroit secret, difficile d'accès. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé au Maroc. Je voulais construire avec de la terre qui retourne à la terre. Ce qui veut dire vivre dans ce projet, travailler et ensuite laisser l'œuvre retourner à la poussière. Mohamed est le gardien de l'œuvre. Pour lui, l'escalier a d'abord une fonction bien pratique dans ce désert. Pour nous, les nomades, on monte cet escalier pour vérifier si la pluie arrive ou si d'autres nomades s'installent dans le secteur. On peut voir si une tempête s'annonce ou s'il y a de la verdure pour nos animaux. Il nous permet également d'avoir de l'ombre quand la chaleur nous étouffe. Lorsqu'il y a une tempête de sable, tous les animaux se dispersent. Quand les nomades montent sur l'escalier, ils peuvent mieux les retrouver aussi grâce à leurs jumelles. Et ça me va. Ce n'était pas mon intention, mais je n'attends pas qu'ils pensent comme nous. Chaque marche nous renvoie vers notre propre histoire, lorsque l'homme était en harmonie avec les cieux. Pour nous, Dieu est au 7e ciel et on ne peut pas l'atteindre en grimpant 50 marches d'escalier. À quelques minutes en mobilette de l'escalier se trouve la seconde œuvre de Hans-Jörg Vogt, la spirale d'or. Cette spirale, appelée l'escargot par Mohamed, a en son centre, à 17 mètres de profondeur, un puits. L'eau, l'élément indispensable pour survivre dans ce désert hostile. Toute l'harmonie de l'édifice est basée sur une proportion prodigieuse, le nombre d'or. Le nombre d'or est utilisé depuis l'Antiquité grecque par les artistes et les architectes afin de créer une forme esthétique parfaite dans leurs travaux. Et je l'ai utilisé dans la spirale d'or. À l'horizon se dresse la troisième œuvre de l'artiste, telle une forteresse. La cité d'Orion, en référence à la constellation d'étoiles du même nom. Je pense que la cité d'Orion est très mythologique. Orion vient de la mythologie grecque. Selon la légende, Orion représente un chasseur ayant les pouvoirs de tuer n'importe quel animal. Mohamed connaît bien cette histoire. Il s'est dessiné la cité d'Orion dans le sable avec ses 24 étoiles reliées qui représentent un homme tendant un arc. Selon l'artiste, à chaque œuvre son message et sa représentation. L'escalier céleste, c'est la transcendance. La spirale d'or, le renouveau. Et la cité d'Orion, le cosmos. Ce sont trois sculptures
que j'ai faites comme ça, sans m'en apercevoir, et qui fonctionnent ensemble. Le plus important, c'est que j'ai pu travailler au calme pendant 15 ans sans être dérangé. Puiser au plus profond de moi et suivre mon intention. Pour financer ses œuvres dans le désert, Hans-Jörg Vogt a fait quelques expositions. Mais la contrepartie a été lourde de conséquences. À partir de ce moment, sont venus les investisseurs, les Européens, les Espagnols, avec les 4x4 qui détruisent le paysage. Et quand on me dérange, je m'en vais. L'arrivée des curieux et des touristes a mis fin à 20 ans de création. C'est une malédiction. D'un côté, je voulais montrer mes œuvres. De l'autre, c'est si difficile dans un lieu sans règles, sans loi, sans police. La solitude, c'est un bien précieux, de plus en plus difficile à trouver. Fuir le regard du public fut également le but de l'artiste français Jean Véram. Je ne suis pas exhibitionniste, donc je vais dans des endroits où personne ne va, le plus désert possible. En 1984, il est lui aussi au Maroc. Il explore à quelques centaines de kilomètres de la cité d'Orion une immense zone de granit non loin de la ville berbère de Tafraout. Tu es confronté à quelque chose qui est surpuissant. Ce qu'on appelle la nature, tu parles, elle n'en a rien à foutre des hommes, la nature. Elle est là, c'est terrible, c'est sauvage, c'est mortel, et l'homme n'existe pas là-dedans. Avec 18 tonnes de peinture, il décide de créer une nouvelle dimension. Le tridimensionnel existe. J'arrive sur des masses rocheuses, elles sont là. Et j'ajoute une dimension. La peinture est une 4e dimension. Et ces lieux ne sont pas neutres. Je sens la roche qui va être contente, qui va être d'accord pour que je la peigne, pour que je la recouvre de peinture, et il y en a d'autres qui refusent. On le sent. Pourquoi? Alors ça, je ne sais pas, c'est irrationnel, mais c'est une réalité. Un tableau de rochers peints s'étend sur plusieurs milliers de mètres carrés. Vu du ciel, le rose renvoie au bleu, telle une histoire d'amour. Le rose, c'est un petit peu l'homme et la femme. En fait, ce sont des rochers qui racontent une histoire d'un homme et d'une femme. Un esprit d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour, mais pas entre un homme et une femme. Une histoire d'amour, ça n'est pas qu'entre un homme et une femme. Il y a une osmose qui s'opère. C'est des noces. Je peux appeler ça des noces avec la nature. La pierre finit par entrer en toi. Le visiteur pénètre au cœur de l'œuvre et intègre le paysage. Ils sont tellement désemparés parce que c'est la première fois qu'ils entrent dans un tableau. Au lieu d'être devant le tableau, dans un musée ou dans une galerie, ils sont dedans. Et chaque pas qu'ils font, tout change autour d'eux. Les couleurs des rochers aujourd'hui, patinées par le temps et la trace des visiteurs, n'ont rien à voir avec les couleurs intenses d'origine. J'adore le bleu de cobalt, mais je mets une pointe de violet de cobalt. Et ça donne une vibration qu'il n'y a pas dans le bleu de cobalt pur. Tu as ce pistolet et la peinture qui jaillit, tu fais ton premier rocher, tu t'arrêtes et tout le paysage a changé à cause du rocher bleu. C'est-à-dire que ce n'est plus le même endroit. Et alors là, tout à coup, tu entres dans la magie. La magie du land art, c'est la liberté. Une liberté qui dénonce un système. À chacun sa façon de se révolter. Tu as le choix quand tu as 18 ans. Ou tu deviens casseur, tu lances des pierres, ou tu dis « ah bah les flics », bon. Ou tu choisis une autre façon de te révolter, et ça prend du temps. Parce que tu fais quoi? C'est quoi la révolte? Et j'ai trouvé ce moyen
qui, quelque part, est pour moi une façon de m'affirmer sur cette planète pour que ça ait un sens. C'est quand même un moyen, c'est pas le but vraiment, mais de faire la nique à tous les systèmes. Aujourd'hui, le site attire beaucoup de touristes. Mais il est défiguré par les nombreux graffitis que les équipes municipales s'efforcent d'effacer. On va essayer de la repeindre d'une couleur qui soit homogène avec les autres pierres, sans faire couler la peinture par terre, afin de garder la beauté de l'ensemble. Désormais, ce ne sont pas seulement les éléments qui font évoluer l'œuvre, mais aussi les différentes teintures utilisées par les agents municipaux. Si chaque personne vient pour un petit peu inscrire des tas d'écritures sur les rochers, on finira par avoir un site qui est défiguré. En voyant l'intervention des peintres en bâtiment, Jean Véram est furieux. Ah oui, avec la brosse. Il n'y a même pas de compresseur. Ah, mais c'est leur peinture qui est pâle. Ben oui, le bleu, c'est cher. Hein. Le bleu que j'emploie est cher. L'artiste préférerait que son œuvre évolue avec les éléments. De leur côté, les élus mènent une lutte infatigable contre les graffitis pour la pérenniser et continuer à attirer les visiteurs. Je suis étonné qu'ils ne sont même pas foutus d'avoir un bleu un peu intense. Ils font le truc à l'économie, en plus. J'ai vu, il prend un pot de peinture blanche, il a un petit flacon de bleu qui verse dedans et il touille. Putain, mais c'est gonflé. Si Paris a sa tour Eiffel, New York a sa statue de liberté, Tefraout a ses rochers peints que j'espère un jour seront classés patrimoine universel par l'UNESCO. La nature est plutôt bien pourvue en matériaux. Un collectif de créateurs russes érige des œuvres en bois qui se patinent avec le temps. Un rassemblement d'œuvres dont les formes sont cintrées, courbées, modelées pour symboliser l'harmonie entre la créativité humaine et la puissance de la forêt. Une façon aussi de prouver que l'art et la nature sont vraiment indissociables. Revenons aux États-Unis pour découvrir un des pionniers du land art dans l'État du Kansas, au cœur du pays. Si beaucoup d'artistes de land art ont une approche sobre et minimaliste dans le choix des matériaux, des formes et des représentations, aux États-Unis, Stan Hurd réalise un land art plus figuratif. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à m'intéresser à l'art. Et les œuvres de Vincent van Gogh m'ont marqué par leur originalité. Ensuite, quand on connaît l'histoire de l'artiste, on commence à comprendre son âme. Vincent a vécu son art comme personne d'autre. Stan a rendu un hommage à l'homme qui l'a inspiré, en réalisant une gigantesque reproduction de l'œuvre « Olivier avec ciel jaune et soleil » de Vincent van Gogh. La terre est son canevas. Les plantes et les pierres sont nuanciers. Il a peint un arbre qui était devant lui, dans le sud de la France. Et je reproduis cet arbre avec de vraies plantes. Alors il y a une connexion avec la terre. Van Gogh aimait la nature, vivait la nature. Il la voyait comme très peu de gens arrivent à la voir. J'ai eu le sentiment de ressentir sa vision après avoir passé 6 mois à recréer cette œuvre. C'est un grandiose tableau vivant sur un terrain de 6000 mètres carrés. J'ai perdu 600 plantes sur les 1000 que j'ai plantées. L'avoine n'a jamais poussé
Et il a fallu repenser l'ensemble. Il ne faut pas s'énerver. On travaille avec la nature, avec la pluie, les nuages, les insectes. Un chevreuil est venu un matin et a mangé toutes mes courges. La caméra et l'avion sont apparus à peu près au même moment. Il y a eu alors un siècle incroyable où l'on a observé notre monde d'une manière totalement nouvelle. Le Land Art est apparu quand nous avons redécouvert la planète vue du ciel. Et nous avons été frappés de voir que les peuples anciens ont depuis toujours créé des œuvres gigantesques au sol. Stan est touché par les œuvres des premiers habitants d'Amérique, les Amérindiens. Il s'est inspiré de leurs anciennes gravures, des pétroglyphes et des géoglyphes. Ces symboles restent un mystère. Ils relieraient l'humain à la Terre et l'univers. Mes travaux sont guidés par un certain mystère, tout comme nos vies et l'art en définitive. Quel mystère? Pour moi, c'est comprendre simplement qu'on est tout petit dans l'immensité de l'univers. En 1992, l'Amérique célébrait les 500 ans de la découverte du continent par Christophe Colomb, mais aussi sa conquête et sa colonisation. Les Américains se demandaient comment marquer l'événement, sauf bien entendu les Indiens. Eux pensaient « Pourquoi fêter une invasion qui nous a apporté la variole et a renversé notre monde ?» L'Université des Nations indiennes fit alors appel à Stan Heard. La roue de la médecine, certains l'appellent aussi le cercle sacré, est sans doute le symbole par excellence des traditions amérindiennes, sur le plan intellectuel, spirituel et culturel, particulièrement pour les Indiens d'Amérique du Nord. Je pensais que cela pourrait être un signe d'apaisement et de dialogue, car depuis 500 ans, il y a eu un choc invraisemblable de culture. Stan a ainsi créé cette œuvre de commande représentant la roue de la médecine et symbolisant le pardon. En son centre, un foyer entouré de 4 marqueurs cardinaux invite au recueillement festif. Les gens viennent ici pour prier et chanter. Ils l'utilisent parce que nous n'avons pas d'église sur le campus. C'est ce que nous avons de plus proche d'une chapelle. C'est ici. Stan Heard a pu approcher le monde mystique et secret des premiers peuples d'Amérique, source de son inspiration. Le fait que je ne sois pas indigène et que ce peuple que mes ancêtres européens ont bafoué pendant 100 ans m'ait invité à participer de cette manière est très fort. Et la terre sur laquelle nous sommes n'est pas sacrée grâce à mon travail, mais par l'histoire de ce peuple. Si nous avons quelque chose à apprendre, c'est par les peuples indigènes et leur connexion ancienne avec la terre. Je ne suis pas vraiment conscient du processus. Ça sort, je mets en place sur le terrain et je me dis « j'aime bien ». Et plus tard, j'essaie de comprendre pourquoi et d'où vient l'inspiration. J'aime bien ça. J'aime sortir de mon propre chemin. Il va nous falloir beaucoup d'eau. Oui, j'espère. Un peu d'eau, ça ne suffira pas. Espérons qu'il pleuve. C'est une danse avec la nature. Tu ne dois pas lutter avec elle. Il faut travailler en équilibre avec la nature. Savoir l'embrasser.
Je crois que les gens sont un peu changés quand ils viennent, parce qu'ils se retrouvent à l'intérieur. Cela révèle leur désir de jardiner, de travailler la terre et de mettre leurs mains dedans. Tu dis qu'on est sur sa broche? On est proche des cheveux. Pour moi, m'asseoir dans cette œuvre est incroyable. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait normalement. Ce n'est pas de la peinture. C'est un organisme vivant. Chaque plante a une âme. Et l'œuvre entière est vivante. Parfois, des choses mystérieuses arrivent. Des plantes poussent là où je ne l'avais pas prévu. Elles changent la couleur et j'aime bien. Parfois, je déteste. Je ne sais jamais vraiment comment ce sera à la fin. Et je suis souvent surpris. Le Français Michel Granger est aussi dans la mouvance des artistes land art figuratifs. Il est connu pour ses tableaux qui illustrent les couvertures de magazines, affiches, timbres-poste et pochettes de disques. À l'origine, le dessin, c'était ça. Il décide de reproduire en land art un des spectateurs de son œuvre célèbre, le Trac, qui illustre l'album Equinox de Jean-Michel Jarre. J'avais imaginé l'auteur, ou le chanteur, ou le musicien, ou sur scène, en face de tout le public, chacun avec des jumelles comme ça. Donc ça doit être quand même très impressionnant. Déjà, un public sans jumelles, ça doit être impressionnant. Avec des jumelles, ça doit être vraiment beaucoup d'émotions. Exit le bleu du tableau d'origine. Il faut désormais composer avec le vert à l'échelle de la nature. Pour reproduire son œuvre à la taille d'un paysage, Michel Granger a choisi le terrain d'un aérodrome non loin de Besançon. C'est très 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 grand, c'est plusieurs terrains de football. Hein. C'est changer de dimension, c'est-à-dire on sort de la feuille pour aller à la dimension de ce que nous offre la Terre, une espèce de dimension. Là, elle n'est pas infinie, mais on pourrait. Hein. On pourrait faire un land art qui soit infini. Le secret de son nuancier réside dans la hauteur de la tonte. Quand l'herbe elle est très haute, on a un vert qui est très foncé. Si l'herbe elle est plus courte, on a un vert pelouse. Si l'herbe elle est encore plus râpée, on a un vert mais vraiment qui est près de la terre. Et c'est intéressant parce que là, l'herbe devient une matière picturale. Et simplement en la travaillant, cette herbe, en la tondant, et en fonction de sa hauteur, il donne de la valeur, il donne des valeurs de vert différentes. J'ai voulu reprendre un des personnages du Trac, un des personnages d'Equinox, un personnage tout seul, comme ça, avec la jumelle. J'ai voulu reprendre ce personnage parce que j'ai imaginé que les aviateurs, quand ils vont arriver avec leurs petits avions sur cet aérodrome, ils vont se trouver en face d'une immense image sur le sol qui les regarde comme ça avec des jumelles. Ce type de land art ressemble aux agroglyphes, qui sont réalisés l'été dans les cultures de céréales et l'hiver sur les champs de neige. Depuis quelques années, les stations de ski du monde entier plébiscitent ce nouveau courant land art. Pour créer ces empreintes originales, il ne s'agit pas de skier, mais de marcher d'un bon pas tout britannique. Les montagnes, j'adore. Et quand il y a de la neige, c'est encore plus beau. J'aime la neige. J'aime sa texture et le fait qu'on peut y laisser une trace si facilement, simplement en marchant. Passionné de géométrie et de courses d'orientation, Simon Beck a troqué sa vie de cartographe diplômé d'Oxford pour exercer pleinement sa passion en solitaire. Ce n'est pas si facile à chausser. Son art nécessite la combinaison de 3 éléments. De la neige fraîche, du beau temps et l'absence de vent. Aux Arcs, Simon a repéré un emplacement idéal à 2500 mètres d'altitude. Un lac gelé couvert d'une épaisse couche de neige poudreuse. Le lac Marlou. Une gigantesque surface plane d'1,5 hectare. Il est 8 heures du matin et il pose ses premiers repères avec sa boussole d'orientation. Toujours seul et en comptant ses pas. Il n'a pas le droit à l'erreur.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oups. Oh. Oh well. Ah. When you make a boo-boo, Bon, what you do is you quand on change fait the une line. erreur, il faut changer le dessin pour qu'il soit visuellement parfait. Yeah, I should have curved left. I J'aurais dû curved filer right. à gauche, mais j'ai filé à droite. Nous avons maintenant Right shape now. un mauvais départ. Never mind. Tant pis. We'll do all On va of faire the toutes les right. courbes à droite. Il faut reproduire cette erreur 6 fois dans le dessin, et on pensera que c'était l'intention d'origine. À l'arrivée, les œuvres ne sont pas toujours comme j'imaginais. Le soleil n'a pas encore percé, mais le dessin est déjà menacé. It's blowing up. Le vent souffle, et ça pourrait abîmer le dessin, mais je pense pas qu'il le détruira. Simon commence toujours par tracer plusieurs points équidistants en marchant, qui seront ensuite reliés entre eux. Here comes the Et voilà sun. le soleil. Dum, 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 da dum. Bang, 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 bang. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Simon n'utilise pas d'ordinateur, pas de GPS, et travaille toujours en solitaire. Il a le dessin gravé dans la tête. Land art is a combination Le land art est une combinaison entre le travail d'un artiste et le monde autour de lui. already is Les in arbres, place. Be that les champs, trees, the les montagnes, mountains, le paysage. the surroundings. So the two are like a team C'est une équipe en symbiose, symbiosis. et le résultat est plus beau que les éléments So the whole séparés. result is better than the sum of the parts. Toujours incroyablement seul face à l'ampleur de son œuvre, Simon exécute chaque pas avec une étonnante précision. The Eskimos Apparemment, les Esquimaux ont 70 mots pour neige. Et ils ont raison, il y a beaucoup de genres de neige différentes. Snow. Ces œuvres nécessitent une capacité d'endurance hors norme. Et à 2500 mètres d'altitude, l'oxygène se fait rare. Vous avez l'air épuisé? Yeah, I'm getting a bit tired now. Oui, je suis fatigué. Yeah. C'est vrai. I mean, people keep asking On me demande constamment comment je me sens quand la neige fraîche recouvre le dessin. and I say, well, Ça me dérange pas une fois que j'ai ma photo et que le boulot est terminé. the job's been done. Quand c'est recouvert, j'en fais un It autre. gets covered up, I make another one. Provided I can get the Tant que je peux main terminer line les lignes sorted principales and de laid jour, out, ça le fait. then I La can nuit, carry on after je peux dark. continuer grâce à ma In the lampe ring, frontale. it's like I can see using my head torch. It's fantastic this time of day. C'est fantastique à cette heure-ci. Colours in La couleur des montagnes est de toute beauté. C'est pour ça que vous venez ici, Simon? that. Yeah, Oui, I je know. déteste retourner en Grande-Bretagne. Having to go back to Britain. Je crois que je vais m'installer ici jusqu'à ma mort. Simon n'a pas terminé son œuvre, alors que la nuit s'installe. Il profite de ce moment de calme entre chien et loup pour faire une courte halte et reprendre des forces. C'est fantastique ici, n'est-ce pas? That bright star is Venus. Cette étoile qui brille, c'est Vénus. Snow, my friend. Si la neige est mon ami, Just about to die of pas hypothermia. quand je suis sur le point de mourir d'hypothermie, non. I don't know. I mean, Je ne sais pas. snow. La neige a le chic pour rentrer là où on ne veut pas d'elle. Getting where it isn't wanted. La nuit est tombée et la température avoisine les -10 degrés.
Seul, épuisé, Simon tente à tout prix de terminer son œuvre dans le noir, dans l'espoir de la photographier le lendemain. Il doit impérativement prendre ses clichés avant qu'elles ne disparaissent à jamais sous les nouveaux flocons. Si la nuit débute dans les Alpes françaises, la journée commence en Californie. Andrés Amador cherche son nouveau terrain de jeu. Ce que je recherche pour faire ma création, c'est de l'espace. De grandes étendues, parfaitement planes. Je ne peux travailler qu'à marée basse. Cela dépend des cycles de la Lune et de la Terre, et chaque jour ça change. Donc, mon support évolue en permanence. Depuis 2004, Andrés consacre sa vie à la création de sand art, un land art sur la plage. Chaque plage possède un type de sable différent. Ici, à San Diego, c'est du grain extrêmement fin. C'est parfait pour mes créations, car il retient l'humidité. Il ne sèche pas trop vite. En même temps, il est compact, donc il faut exercer une certaine force sur le râteau pour laisser des traces profondes. Je fais des erreurs tout le temps. Du coup, je dois improviser pour garder la cohérence du projet. Comment créer quelque chose de tellement grand qu'on ne peut même pas le voir et qu'on évolue à l'intérieur? Comment maintenir la régularité? J'ai trouvé plusieurs méthodes, comme de tracer une grille linéaire au sol, puis de remplir avec ses formes cubiques. Les passants me demandent souvent, y a-t-il un sens, un message? On dirait un langage. C'est cool, car c'est l'idée. Chaque culture a sa manière d'écrire, de dessiner. Et on dirait un langage extraterrestre. Celui-là est inspiré par les gravures sur pierre, les pétroglyphes, créés par des peuples il y a des milliers d'années. Ici, on a l'impression qu'ils sont gravés sur la plage. Il a pris plus de temps que j'avais prévu. C'était bien plus complexe. Je ne suis pas allé aussi loin que j'aurais souhaité. Je le voulais plus grand. Et je voulais finir en allant dans l'eau avant le coucher du soleil. Je n'ai pas atteint mon but, mais je me sens bien. Il a l'air vraiment bien. L'œuvre monumentale mesure plus de 150 mètres de long et 8 mètres de large. Je vais simplement terminer en allant vers les vagues, puis je m'en irai. L'éphémère reste, comme toujours, la règle du jeu. Andrés n'aura pas de photographie de l'œuvre totalement terminée, et la marée fera disparaître le tableau dans la nuit noire. Dans les Alpes françaises, la nuit fut courte pour Simon, qui a rejoint son appartement. Il est impatient de photographier son œuvre, ultime étape qui permettra de l'immortaliser et de la partager. Il a travaillé une bonne partie de la nuit, mais se fixe-t-il des limites dans ces conditions difficiles? Je trace jusqu'à l'épuisement. La difficulté n'est pas le temps nécessaire, mais jusqu'où je peux aller avant d'être épuisé. Le plus grand danger est l'hypothermie. Être stoppé par la fatigue, s'asseoir
et mourir. Voyez-vous ces traces dans la neige? On voit les restes d'un ancien dessin. Simon prend de la hauteur, 2700 mètres d'altitude, pour mieux voir son œuvre. C'est le moment grandiose. Quand on voit le dessin pour la première fois, il y a toujours un sentiment d'anticipation. On sort de la télécabine, on s'avance vers le bord, et le voilà. Wow! Je peux sincèrement dire que c'est mieux que ce que je pensais. Je suis vraiment content. C'est très beau vu d'ici avec les montagnes au fond. Ce n'est plus éphémère maintenant qu'il y a la photographie. La plupart des personnes observent les œuvres d'art en photo seulement. Ce n'est pas l'original, bien sûr. Mais il faut se poser la question. Que ferions-nous si ce n'était pas éphémère? Tous les endroits où l'on peut dessiner quelque chose seraient couverts de graffiti d'une manière ou une autre. Grâce à la neige, Simon crée une quarantaine d'œuvres par hiver. L'exécution de son art nécessite un esprit vif et un corps sain. On pourrait débattre sur la part de mathématiques, la part de géométrie et la part artistique. Il y a un peu des trois. La conception est faite à l'intérieur. Quand tu es dehors, c'est de la transformation. Reproduire le dessin du papier sur la neige. On n'est jamais sûr du résultat. Il y a toujours une part d'incertitude. Parfois, on me demande « qu'est-ce que c'est ?» Ce n'est pas censé être quelque chose. C'est simplement une jolie forme géométrique. Je trouve ça magnifique. On arrive dans le virage et tout d'un coup, on est émerveillé en le découvrant dans la neige. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça inspire? De la curiosité, parce qu'on se demande comment il réalise. Je pense que c'est en marchant. C'est vrai. Wow. Comment peut-il, à pied, arriver à dessiner une forme aussi géométriquement parfaite? Oui, c'est déroutant. C'est un artiste, il doit s'exprimer. Tag Snow, on peut dire. Et c'est ainsi que les visiteurs d'un jour surnomment Simon Beck. Tag Snow, le tagueur des neiges. J'aimerais avoir assez d'argent pour financer un groupe de personnes qui pourraient m'aider à réaliser un dessin immense. C'est mon rêve. Retour en Californie. Justement, Andrés Amador anime un groupe pour créer une œuvre collective. Inspirez en partant du sol, puis expirez en roulant vers l'avant. Descendez jusqu'en bas, touchez le sable, puis inspirez tout en déroulant votre corps. Faites monter l'énergie, puis expirez. Touchez le ciel, poussez l'énergie vers le ciel. Au début, je les appelais œuvres de prière, car j'avais le sentiment de m'engager dans une prière en action. Mais une prière est religieuse, et ce que je fais n'est pas un acte religieux. Je dirais que c'est de la spiritualité, un engagement dans la vie à un niveau plus profond, la recherche d'un accomplissement plus élevé. Commence à lever, 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 lever. Vous voyez comme c'est fatigant. Vous voyez comme le trait est encore trop profond. D'abord, il faut délicatement tracer les lignes principales. Sur la plage, seules les rainures profondes du râteau laisseront des traces. Les pas des participants resteront invisibles. Comment ça va? Vous vous sentez bien? Ouais. Vous voulez en faire plus sur celui-ci? Ok, la même chose? La même chose. Ok. Rob, vous allez faire des spirales.
Même quand je suis avec moi-même, il faut oublier la perfection, et davantage avec un groupe. J'aimerais que le dessin soit réalisé d'une certaine façon, mais les participants interprètent ce que je dis à leur manière, et ils ont des aptitudes différentes. C'est dans ces moments-là qu'il faut que je me rappelle que toute création est impermanente. La première image est éblouissante et montre une œuvre prometteuse. Andrés Amador est maître de son art. Je veux aller plus loin, car la marée est assez descendue pour faire une autre couche. Et ça va bien s'intégrer avec le fond. C'est vraiment cool. Une fois que votre corps est en mouvement, c'est une danse, littéralement. C'est tellement bien entre la peinture, la danse et une sorte de tai chi. C'est beau et ça vous met dans le flow. J'ai adoré. Rassemblez-vous au centre de l'œuvre, les pétales du centre. Puis je ferai un zoom vers le haut pour la photographier. Quand je fais mes créations, ceux qui les regardent sont affectés d'une manière ou d'une autre. Ils s'en vont avec cette image dans la tête, ils continuent leur journée, l'humeur changée, et ils vont influencer quelqu'un d'autre. En fin de compte, tout est impermanent. Nos vies et tout autour de nous, nos amis, le travail qu'on fait, tout ce qu'on crée finira par disparaître et sera un jour oublié. Et ça peut être une pensée terrifiante. C'est pour cela qu'on cherche constamment à s'ancrer dans nos vies. Mais c'est une illusion. La sécurité est une illusion. Si on n'accepte pas, en paix, que l'on est mortel, je ne crois pas que l'on vit réellement. Je pense qu'il y a une tension à l'intérieur de nous qui nous empêche alors d'être totalement libres. J'ai fait des œuvres pour accompagner un deuil. Les gens se retrouvent en souvenir d'une personne disparue et on crée quelque chose de très beau tous ensemble, en sachant que ce sera effacé par la prochaine marée, comme la vie qui passe. Le land art est une expérience de création et une énergie unique. Permanente ou éphémère, solide comme le roc ou fragile comme un mandala, toutes ces œuvres sont l'empreinte d'une aventure initiatique.